Alors bonjour madame, Bonjour, vous êtes madame? Steillard, C'est un nom de famille. Votre prénom? Marie-Aimée. Marie-Aimée. Alors je vérifie le volume du son, ça a l'air correct, oui. Alors on est aujourd'hui à la CISM. La CISM, vous connaissez, vous êtes venu et vous faites partie, vous tenez un stand pour faire partie de la CISM. Oui, c'est-à-dire qu'on fait partie des différents organisateurs. Donc je représente l'hôpital de Samuel Pozzi de Bergerac. Voilà, donc on est plutôt nous dans le somatique. Mais on considère que une bonne santé participe à une bonne santé mentale. Et donc effectivement j'ai un stand un peu atypique puisqu'en fait pour les enfants c'est une façon de leur expliquer l'intérêt d'un bon petit déjeuner, l'intérêt de faire une activité physique, l'intérêt de s'aimer, d'être aimé, l'intérêt d'avoir des relations harmonieuses, etc. Donc c'est des petites choses de la vie de tous les jours qui peuvent permettre d'avoir une meilleure santé mentale, notamment en prévention. Oui, la santé mentale, est-ce que ça ne me fait pas penser des fois à l'approche que j'ai eue par rapport à vous en disant tiens, c'est une boîte, il y a marqué je m'aime, est-ce que c'est pour y mettre des sous, est-ce que c'est pour y mettre des enveloppes en disant je t'aime Père Noël, non c'est pas la période évidemment, et il y a ce vieil axiome qu'on dit la liberté commence là où s'arrête celle des autres, c'est-à-dire je vous ai approché sans vous agresser en quelque sorte. Est-ce que la santé mentale peut se définir sous cette forme-là, sauf qu'aujourd'hui tout est bien plus compliqué avec la démographie, avec Internet, avec l'enrichissement tous les jours de nouvelles informations, l'obligation de devoir correspondre à avoir un téléphone à 14 ans, etc. Est-ce que tout ça, ça fait partie d'une seule définition, ou est-ce qu'il y en a plusieurs finalement? Alors effectivement, il y a certainement plusieurs définitions. Je ne suis pas une spécialiste de la santé mentale, mais par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'aujourd'hui, c'est certainement très compliqué pour nos jeunes enfants, parce qu'ils sont en communication constante, ils sont dans l'immédiateté, ils sont dans la non-attente, parce qu'ils ont accès à beaucoup de choses. Et se construire au milieu de tout ça, c'est peut-être pas si simple, effectivement. Et revenir à des choses toutes simples, comme prendre du temps pour soi, prendre du temps avec ceux que l'on aime, c'est effectivement peut-être pas si facile que ça. Oui, vraiment un rapprochement très net avec la famille, quand on est étudiant aussi, plus âgé, à retourner le week-end voir les parents, à retrouver ce rythme qui n'est pas le même que les grandes villes, et puis ne pas chercher à tout prix à se heurter à la violence verbale ou la différence je dirais, large entre les études et l'échec. Bah effectivement, là aussi, hein, se construire à travers ses études, sa réussite, sa non-réussite, parce que les deux arrivent. Comment on se construit avec ça, comment on en ressort, qu'est-ce qu'on échange autour de ça. L'école est un lieu où on doit s'épanouir et certainement pas s'enfermer. Et pour certains enfants, c'est s'enfermer, parce que c'est compliqué d'aller à l'école, parce que parfois on se retrouve face à des enfants qui sont violents entre eux de plus en plus, hein. Il y a quand même des choses qui sont un petit peu terribles. Donc de la même façon, aller au lycée, ça peut être parfois compliqué, aller en fac, ça peut être compliqué. Pour autant, le trait d'union avec sa famille, ses amis, revenir de temps en temps le week-end, c'est ça aussi, c'est se construire, c'est important. Souvent, il y avait deux choses qui me faisaient penser à l'équilibre, en quelque sorte la santé, puisque c'est un peu je dirais, la folle sagesse, ça veut dire c'est un peu fou et c'est un peu sage, c'est-à-dire on avance, on va très loin, on poursuit ses études, quoi qu'il arrive, on se dit, on fait des choix, le travail d'abord, etc. Parce que finalement la richesse est plus cachée que ce qui est apparent. Et souvent, les études et les connaissances servent beaucoup plus tard, longtemps, si on a bonne mémoire. Et en général, si on travaille, on l'acquiert. C'est de se dire, si on fait des études en faculté, par exemple, à condition de s'aérer l'esprit, à faire un sport ou une activité, et ne pas faire que, justement, ce travail d'hyperactivité que des fois certains ont un peu.
Et puis je pensais aussi aux enfants qui, jeunes, puisque là c'est un petit peu aussi votre stand, qui disent pourquoi papa, maman s'engueulent, est-ce que c'est le coup de vent qui passe dans la charpente ou sous la porte, est-ce que je peux dire un mot et essayer de comprendre ce que je pourrais dire pour éviter que ça se fasse, et si finalement ça ne réussit pas, eh bien, ce ne sera pas forcément ma faute. Par contre, tout ce qui est présenté sur votre stand, c'est magnifique, c'est-à-dire des mandarines, des choses simples. Il y a vraiment un grand rapprochement, donc quelque part à la terre, à la nature, au fait qu'on puisse espérer ne pas la quitter trop vite. Ben, effectivement, je crois qu'effectivement c'est important de se rapprocher des choses toutes simples, du bien manger, du bien vivre. On parle du vivre ensemble aussi beaucoup à l'heure actuelle, mais je crois que ça fait partie des choses simples auxquelles il faut s'attacher. Ça n'empêche pas les maladies, qu'elles soient somatiques ou psychologiques. Pour autant, ça peut prévenir en tout cas des complications, ça peut prévenir certainement des difficultés d'intégration, etc. Donc là, les enfants qui viennent nous voir sur le stand, c'est vrai qu'on voit avec eux ce qui est le plus, pour eux, ce qui est important dans le sommeil, accepter que papa et maman disent non. À quoi sert ce non ? Voilà, on essaye de voir ces petites choses avec eux et d'encourager les parents aussi à dire qu'effectivement le non il peut être important parfois, d'où la conférence de ce soir sur le non bienveillant. Et je pense que rappeler ces petites choses, ces petites frustrations, elles ont aussi leur sens. Voilà. C'est pour les très jeunes et vous avez bien raison de le rappeler. Après, effectivement, c'est la santé et la garder. Il y a une autre chose qui me rappelle effectivement la différence quand on est adolescent, parce que je suis encore un peu adolescent dans ma tête. Il y avait toujours des jeunes qui voulaient écouter les mêmes musiques. C'est un bon exemple, parce que j'avais un ami au milieu de tout ça qui me disait « Oui, mais tu connais pas ce chanteur de jazz, ce chanteur de blues, cette bande dessinée qui est si peu connue et que n'a pas pris le temps de lire. Mais ne serait-ce que ce musicien, tu connais pas ce musicien ?» J'ai dit non. Moi j'écoutais ce que tout le monde écoutait pour ressembler à tout le monde. Et finalement je n'avais pas grand-chose d'autre que de dire je suis du même côté, je pense les mêmes choses. Et oui, c'est important la singularité. Et je pense qu'effectivement, faire ce que vous dites est important de le faire passer, parce que dans la maladie mentale aussi, il y a une sorte de singularité. Et accepter cette singularité, c'est s'accepter soi-même déjà. Et puis accepter la singularité de l'autre, c'est accepter de s'ouvrir à l'autre tel qu'il est et de l'accueillir tel qu'il est. Et je pense que là, on commence à parler d'une véritable santé pour tous si on accepte sa propre singularité et la singularité des autres. Il n'y a pas de super-héros, je crois qu'on n'en croise pas vraiment quand on mène la vie de tout le monde. Son petit bonhomme de chemin, on ne croise pas du jour au lendemain un super-héros, un Avenger qui mange du foie gras dans le pays sarladé pour passer incognito. Non, tout ça, ça n'existe pas, il faut le dire aussi. Tout à fait, il n'y a pas de super-héros. Merci. Nationale UNAFAM, dont je dirais que je suis Madame UNAFAM Dordogne, comme ça sera plus fond, avec une quinzaine de bénévoles qui accueillent, soutiennent, orientent et représentent les familles et proches de personnes souffrant de troubles psychiques sévères et durables, tels que schizophrénie, bipolarité, psychose grave, dépression sévère, troubles obsessionnels compulsifs. Mais au-delà de ces missions qui sont suivies depuis bien longtemps, depuis les années 60, il me semble, par l'UNAFAM, aujourd'hui, cette association intensifie son action auprès des parents ayant des enfants ou des adolescents avec des troubles psychiques, psychologiques, des troubles du comportement, en mettant en place un dispositif spécifique pour l'aide aux parents. Bon, je pense que l'UNAFAM, depuis longtemps, traite ce genre de choses. Là, il y a beaucoup de guides anciens qui existent de l'UNAFAM où on parle de la problématique de l'adolescence, de l'enfance. Mais aujourd'hui, ça fait partie du projet associatif de l'association de mettre deux choses en avant. D'abord, changer le regard, toujours insister là-dessus, changer le regard sur ces pathologies. C'est essentiel parce que si on ne met pas les gens à l'écoute, rien ne se fera correctement.
Et aussi, donc, la deuxième chose, c'est vraiment d'intensifier cette action, c'est-à-dire que nous, délégations, les 100 délégations de l'UNAFAM, vont mettre en place une nouvelle approche pour que les jeunes parents viennent vers nous lorsqu'il y a une problématique, afin que nous fassions comme pour les parents de jeunes adultes, que nous les écoutions, que nous prenions en compte des difficultés, que nous les aidions peut-être à savoir où ils en sont, et ensuite que nous les orientions vers les bons professionnels. Voilà, cette aide et toujours ce soutien, sachant que le siège parisien met à disposition une équipe de professionnels capables de répondre par téléphone à des parents inquiets qui ne savent pas vers qui se tourner. Ce dispositif, donc, au sein de l'UNAFAM, a l'ambition de compléter évidemment l'ensemble des possibilités de soutien proposées aux familles pour leur permettre d'exprimer leurs inquiétudes dans leur globalité. Et nous, les bénévoles accueillants, de les écouter, de les orienter, comme je vous ai dit, vers les bons professionnels, tout en leur proposant l'outil indispensable, c'est le partage et l'entraide entre pairs, P-A-I-R-S, au sein d'un groupe de parole spécifique animé par un psychologue. C'est la prochaine mise en place, dès que ce sera possible, de former un groupe. Aujourd'hui, nous illustrons un sujet qui est en fait un enjeu de société. C'est un peu aussi par rapport à ça que nous avons fait le choix de la venue de M. Bertrand Cantat. La santé mentale. L'OMS dit « il n'y a pas de santé sans santé mentale ». Et il n'y a pas que l'OMS, moi je le dis aussi. Et il s'agit ici plus particulièrement de la construction de la santé mentale dès le plus jeune âge, et plus encore de savoir dire non à l'enfant pour fabriquer un cadre, d'où le oui ou non bienveillant de notre thème. Je n'ai pas besoin de présenter M. Bertrand Cantat, certains l'ont déjà salué, et Mme Sellerier l'a annoncé. Donc, je voudrais simplement dire qu'à l'issue de cette conférence, M. Bertrand Cantat se prêtera à une séance de signature pour ceux qui souhaiteraient acheter son livre, qui s'appelle... Ça y est... Excusez-moi, j'ai des trous comme ça, c'est bizarre. La philosophie par rapport au handicap. Et c'est inadmissible parce que le livre, je l'ai acheté, donc je devrais quand même connaître le titre. Voilà, à l'accueil, nous vous avons aussi remis des feuillets pour y inscrire vos questions éventuelles. Nous les collecterons à l'issue de la conférence afin que M. Cantat y réponde. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention et M. Cantat, je crois que c'est à vous. Comme un sketch. Un sketch du conférencier. Voilà, c'était ça. Désolé de ça. Michael Faraday est ce grand inventeur qui a découvert l'induction électromagnétique. Pour ceux qui ne sont pas très connaisseurs, c'est le fait de générer de l'électricité à l'aide d'un aimant en mouvement. On lui a alors demandé à quoi cette découverte pouvait bien servir. Et il a répondu : quand un enfant naît, vous ne demandez pas à quoi il sert. L'épanouissement des enfants d'aujourd'hui passe par le fait que nous les accueillions sans qu'ils ne doivent être trop pris en otage par les catégories de l'utile. Et c'est un danger
peut-être encore plus grand face à un enfant handicapé. La société est devenue tellement normative quant au poids, à la taille des bébés, à leur développement cognitif, que l'on peut nous faire oublier la merveille de la simple rencontre avec notre enfant. La naissance a toujours été un événement chez les hommes, le plus souvent moment de joie et de fête. Les sociétés contemporaines, occidentales, ont cependant apporté une nouveauté en ce que la maîtrise de l'aspect néonatal par l'appareillage technique a permis de réduire drastiquement la mortalité du nourrisson. Dès lors, et dans la mesure où l'investissement culturel et économique s'est accru comme jamais en direction du petit-homme, les couples contemporains se sont mis à planifier les 2 ou 3 enfants de leur vie. Pas un de plus. La concentration culturellement prévisible du nombre d'enfants d'un couple contemporain polarise de ce fait sur les 2 ou 3 accouchements d'une existence une émotion plus forte encore que celle de tous les couples humains jusque-là. La naissance va être joie. Et c'est là que peut intervenir la violence d'une réalité inattendue, l'accouchement d'un enfant à handicap. On peut ici, comme je l'ai fait dans mon ouvrage « La philosophie face au handicap », remarquer le relativisme des perceptions sociales. Ce qui fait le plus peur aux parents d'aujourd'hui, c'est la trisomie ou un problème mental. Chez les Grecs ou les Romains, en revanche, un problème mental n'aurait pas été considéré comme une justification pour se défaire d'un bébé. C'était beaucoup plus grave d'avoir un bébé qui, par exemple, avait un doigt surnuméraire à une main. 6 doigts à une main, c'était considéré comme quelque chose de très grave. C'était la difformité physique qui inquiétait. Les problèmes mentaux ou psychiques pouvaient être interprétés comme ouvrant à un lien possible avec les dieux. Avec le handicap mental, il ne s'agissait pas d'un physique prodigieux qui vous retranchait de l'espèce humaine, mais d'un esprit qui, jusque dans ses obscurités, pouvait servir de pont avec le monde du divin. La peur pour l'espèce se cantonne donc dans l'Antiquité à la déficience physique. Voilà, c'est comme dans un sketch. Voilà. Première partie. On n'a pas les moyens de la zapette. Enfin, souvent les zapettes fonctionnent mal. Donc, voilà. Première partie, naissance contemporaine d'un enfant handicapé. Les statistiques sont telles aujourd'hui que la naissance d'un enfant handicapé n'est plus reçue comme de l'ordre d'un destin, un destin naturel. Il sera un cataclysme, une injustice, quelque chose d'inattendu qui coupe le souffle. Pourquoi nous, se demandent les parents. Lorsqu'un enfant dit déficient apparaît, les parents peuvent ne voir que le contraste avec le bébé parfait des publicités ou avec le bébé cru parfait des voisins d'à côté. L'arrivée d'un enfant, le plus souvent, est un événement qui chamboule toute l'existence précédente des couples d'aujourd'hui. Quand il s'agit d'un enfant handicapé, la magnitude du séisme peut atteindre des maximums. Elle est une épreuve pour chaque parent. Chacun découvre alors une expérience indicible, celle de la honte, de la souffrance, de la culpabilité. Jean-Louis Fournier, dans son ouvrage « Où on va papa », je le dis au passage, c'est un livre que j'aime pas beaucoup, j'en reparlerai tout à l'heure. Donc dans son livre « Où on va papa », nous dit « Si un enfant qui naît, c'est un miracle, un enfant handicapé, c'est un miracle à l'envers. » Révélation d'un handicap chez leur enfant produit dans le couple un effroi. Ils se sentent marqués d'un sceau qui les isole à tout jamais de tous les parents normaux. D'un seul coup, ils se sentent étrangers aux autres. Cette expérience leur apparaît intransmissible. Et Simone Korfsos, psychologue qui a beaucoup travaillé sur le handicap mental, va jusqu'à évoquer à ce propos l'incapacité de parler de ceux qui avaient vécu Auschwitz. Le romancier japonais Kenzaburo Hoe, prix Nobel de littérature en 1994,
a nourri son œuvre de l'expérience d'avoir eu un enfant handicapé. Dans un roman un peu autobiographique qui s'appelle « Une affaire personnelle », le personnage, surnommé Bird, c'est le père, n'est pas en accord avec lui-même. Il a 27 ans et n'est que répétiteur dans ce qu'on appelle chez nous une boîte à bac. Sa femme va accoucher, l'accouchement se complique, l'enfant est diagnostiqué avec une hernie cérébrale. On peut l'opérer, mais il ne sera sans doute jamais normal. Et là, Kenzaburo Oe décrit avec acuité dans son roman ce sentiment de l'intransmissible chez le personnage principal. Bird nous dit ainsi « Il lui suffisait de penser à celle du bébé, qui semblait avoir deux têtes, pour qu'un sentiment brûlant de honte lui serrât la gorge. Comment aurait-il pu discuter avec d'autres gens d'une chose aussi personnelle? Il lui sembla que c'était là un souci qu'il ne pourrait jamais partager avec autrui. » Plus loin, il dit même « Ce qui m'arrive me donne l'impression que je m'enfonce seul dans un tunnel sans fond, en m'éloignant de plus en plus du monde des autres. Comment faire partager à qui que ce soit ce que j'éprouve? Cela l'enferme et polarise tout investissement intellectuel. Lui, qui jusque-là s'était beaucoup intéressé à la politique, à l'actualité, il n'y voit plus de sens. Les mots scandale et incident international le laissaient totalement froid. Lui-même était déjà plongé jusqu'au cou dans le scandale de son bébé monstrueux, et l'incident domestique provoqué par cette naissance lui paraissait beaucoup plus grave que n'importe quel incident international. Il en prend une parfaite conscience. Je ne suis plus aussi préoccupé par la situation internationale. C'est comme si mon système nerveux n'était plus perméable qu'à ce qui concerne le bébé. C'est d'ailleurs un des dangers qui guettent les parents. S'enfoncer dans l'isolement, d'où l'importance des rencontres, et le secteur associatif du handicap est très précieux à cet égard, l'importance de trouver des lieux qui leur permettent d'entendre d'autres parents qui ont eu des expériences similaires. Ils ne sont pas seuls, la vie est possible avec un enfant handicapé. L'arrivée d'un enfant handicapé est une épreuve pour le couple. La vie d'un couple dit normal est déjà loin d'être toujours facile. Certaines difficultés conjugales antérieures à la naissance de l'enfant peuvent d'un seul coup s'exacerber devant la terrible annonce. Le diagnostic de handicap joue alors le rôle de détonateur pour les couples fragiles. Un nombre important de conjoints, souvent des pères, peuvent divorcer, abandonner l'enfant à ce moment-là. C'est d'ailleurs un élément qui m'avait étonné il y a une dizaine d'années. J'avais été invité par l'entreprise Leroy Merlin, qui organisait un concours qui s'appelait le concours des papas bricoleurs. Et c'était un concours pour des parents d'enfants handicapés qui avaient fait une invention, quelque chose d'un peu original. C'était un petit peu le... comment s'appelle ce concours Lépine? C'était un peu le concours Lépine des inventions liées aux enfants qui ont un handicap, et donc les parents qui fabriquaient des lits spéciaux, des vélos spéciaux, des jeux spéciaux. Et j'avais été un peu étonné, je m'étais demandé, mais pourquoi des papas bricoleurs? Il n'y a pas de maman dans l'affaire. Et à ce qu'on m'avait expliqué, c'était que voilà, il y a tellement de pères qui quittent le foyer lorsque l'enfant est handicapé, que c'était pour les valoriser, pour dire, bon, ben, ceux qui sont encore là, ceux qui s'occupent de leur enfant, on va les valoriser. C'est pour ça que le titre avait été donné ainsi, le concours des papas bricoleurs. Donc, je disais, le diagnostic de handicap peut jouer un rôle de détonateur pour les couples fragiles, mais il arrive aussi qu'un couple découvre en une telle expérience un ciment nouveau pour son union. Simone Corsos, que j'ai déjà cité, insiste sur la patience à laisser pouvoir s'installer une relation physique et d'esprit entre les parents et leur enfant. Accepter de laisser venir les questions, c'est reconnaître l'importance fondamentale du temps qui est nécessaire à la métabolisation psychique de cet événement traumatisant. L'enfant lui-même, avec son affectivité et sa personnalité, va modifier les attitudes parentales. C'est pourquoi il ne faut jamais prendre de décision engageant l'avenir dans l'urgence, car il faut laisser s'instaurer une relation entre l'enfant et les parents. Alors, monsieur Bertrand Cantin,
Vous êtes d'origine parisienne, vous êtes venu à Berge. Non, je suis né, disons que j'ai passé la plus grande partie de mon enfance en Bretagne, à Quimper. Donc vous voyez, je suis un Parisien d'adoption. Quimper, c'est différent de Saint-Malo, hein. Oui, pourquoi Saint-Malo? Je pense à Saint-Malo, parce qu'il y a pas mal d'architecture qui symbolise une histoire toute particulière à Saint-Malo. Ah bah, Quimper est une belle ville aussi, vous avez des maisons à colombage du Moyen-Âge. Comme Rennes un peu. Voilà, oui, certainement. C'est plus petit, Quimper. Voilà. On dit le soleil, hein, il est soit en Grande-Bretagne, soit en Bretagne. Certainement. On dit toujours c'est le cœur. Donc je vous interviewe parallèlement à ma collègue hein, qui a fait la démarche de venir aujourd'hui, ce soir en tout cas, où tout débute de façon très symbolique, hein, l'enfant, et vous développez en tant que professionnel, on va dire, vous allez dire exactement ce que vous faites, parce que ça permet de situer un petit peu. Moi je vous avais posé une question, vous m'avez dit effectivement je ne peux pas répondre à certaines choses qui sont un petit peu à côté. Alors je suis dit philosophe, je suis maître de conférence en philosophie, agrégé docteur en philosophie, et j'enseigne au master de philosophie, parcours éthique médicale et hospitalière appliquée. C'est un master qui est destiné à des professionnels du monde médical, médico-social également, donc des médecins, des assistantes sociales, des infirmières, donc toute personne qui travaille dans ce domaine-là. On a 20 personnes par promo et on essaie de montrer en quoi la philosophie peut aider dans le monde médical et médico-social aujourd'hui. Donc ce sont des gens qui viennent 2 fois par mois dans notre master, donc c'est des professionnels, hein, c'est vraiment de la formation continue. Et on travaille sur les grands auteurs avec l'idée que bien connaître les grands philosophes, c'est important. C'est pas simplement du saupoudrage avec des petites citations, mais c'est envisager une manière de bien poser les questions, de bien réfléchir à notre aussi univers de pensée. Alors moi j'avais comme titre la parentalité et enfant, réflexion philosophique sur le handicap mental et psychique. La formule qui m'avait été proposée, c'était oui au non bienveillant. Oui au non bienveillant, c'est-à-dire pouvoir dire non à un enfant, c'est pas toujours mal pour lui. Et donc il y avait l'aspect éducatif du non, être capable de dire non, alors que parfois, par rapport à la difficulté d'un enfant, on serait amené à tout accepter, ce qui correspond un petit peu à ce que j'appelle les compensations inopportunes. C'est-à-dire qu'on fait une compensation parce que la personne a un handicap, on se dit c'est déjà très dur pour elle d'avoir un handicap, donc du coup on va en compensation tout accepter, ce qui est une manière finalement de lui refuser une place partagée dans la condition humaine. Voilà. J'aurais envie de dire on fait plus de mal en faisant le bien qu'en faisant le mal, et pourtant il faut accepter que c'est pas un mal. Donc déjà les parents doivent se dire oui je prends un risque, mais lequel est-ce? Est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pour l'enfant? C'est vrai, mais ça c'est vrai aussi d'une manière générale pour tous les parents qui éduquent leur enfant, qu'il ait un handicap ou pas. Tout parent doit passer par des moments difficiles où on doit rappeler une règle, on doit montrer que tout n'est pas possible. Et alors avec un enfant handicapé, peut-être que ça rend les choses encore plus aiguës. La philosophie pour moi, elle doit apporter de la clarté, de la compréhension, effectivement, et c'est un des travaux importants. Alors il y a des philosophes qui sont pas toujours très clairs, hein, mais parfois c'est qu'il faut un peu de temps pour arriver à décanter ce qu'il y a d'intéressant dans ce qu'ils disent. Et moi j'aime bien essayer d'apporter des concepts clairs par rapport mais ça demande du temps, hein, ça donne l'impression de la facilité dans l'instant, mais c'est quand même beaucoup d'années de décantation pour arriver à cette clarté. Si on s'était intéressé plus au sujet qu'à vous, vous avez gagné. Merci à vous.